Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке. Ils ont signé un document sur le soutien stratégique à ce régime, sur la préparation du déploiement des forces de stabilisation, des forces d'occupation et sur ce qu'il restera de l'Ukraine après le conflit. L'accord prévoit que l'Ukraine recevra des armes supplémentaires à longue portée afin de frapper le territoire russe, y compris en profondeur à l'intérieur du pays. Je pense que tout le monde devrait prendre au sérieux ce qu'a dit le président Poutine. Désormais, tout dépend non pas des négociations, mais des actions de nos héros sur le front. Je veux dire, quand j'écoute ça, on a vraiment l'impression que combiné à d'autres déclarations récentes de plusieurs dirigeants russes, notamment celle de l'ambassadeur Polyansky, qui était sur notre plateau il y a 2 semaines, ils envisagent sérieusement de dire « Écoutez, vous les Occidentaux, l'OTAN et surtout les pays européens, vous participez activement. Vous n'utilisez pas seulement l'Ukraine comme un intermédiaire. Vous prenez part directement à tout ça. Et maintenant, vous planifiez même la présence de troupes de l'OTAN sur notre sol, alors qu'on vous a clairement dit que c'était une ligne rouge. Donc, pour lui, la question c'est sur quelle base négocier. Il faut simplement gagner sur le champ de bataille. Et quand il parle du champ de bataille, je ne suis pas sûr qu'il parle seulement de la ligne de front actuelle. Toi, comment tu interprètes ça? Eh bien, la Russie ne cache pas son inquiétude à ce sujet. Et beaucoup de personnes très influentes au sein de la structure de sécurité nationale russe, ainsi que le ministère russe de la Défense, ont déclaré que des cibles situées en Europe, de l'autre côté de la ligne de l'article 5, si on peut dire, font partie d'une sorte de banque de cibles. La Russie l'a dit clairement. C'est une sorte d'avertissement implicite. Pour eux, ces sites sont considérés comme des sources d'agression. Cela inclut les usines d'armement, les composants de drones, les missiles Storm Shadow, tous ces éléments qu'on fournit aux Ukrainiens et qu'ils utilisent pour attaquer des Russes, tuer des civils russes et au bout du compte, tenter de déstabiliser l'État ou le gouvernement russe. Parce que selon eux, ça ne s'arrêtera pas à de simples piqûres d'épingle. Si vous écoutez les think tanks et les milieux de la défense en Europe, surtout en Grande-Bretagne, ce sont eux les plus virulents, les plus bellicistes. Ils pensent pouvoir submerger la Russie grâce à des essaims de drones autonomes pilotés par l'intelligence artificielle et ainsi paralyser le gouvernement et l'État. Or, plusieurs experts ont déjà simulé ce scénario. Et tout cela mènerait inévitablement à une riposte nucléaire de la Russie contre des cibles européennes, parce que ce serait perçu comme une menace existentielle. Et si on décide de jouer à ce jeu-là, ce qu'on fait très volontiers à Londres, à Paris, à Berlin, à Bruxelles, eh bien, il faut en assumer les conséquences. D'ailleurs, la Finlande est devenue le nouveau pays le plus va-t-en-guerre, un peu comme un petit oiseau qui piaille dans le nid de l'OTAN. Et est-ce que les gens se rendent compte de ce que ça veut dire? Maintenant, imaginons, Daniel, juste pour l'exemple, que la Russie fasse ça contre des cibles militaires, en particulier des sites de production. À ton avis, quelle serait la réaction? Je peux te le dire, les Européens iraient pleurer à Washington pour demander de l'aide. Pleurer à Washington, crier vers papa pour qu'il les aide, quel que soit le papa à Washington. Ce serait ça la réaction. Mais pour l'instant, ils gagnent tous tellement d'argent avec cette hausse des budgets de défense, ces dépenses et cette dette colossale qu'ils creusent pour ça. Tout ça pour ces soi-disant bons emplois dans la défense qu'ils essayent de nous vendre. Ils appellent ça de bons emplois dans la défense. Tout le milieu universitaire, beaucoup d'universités, ont été réorganisés grâce à des subventions du gouvernement pour développer des solutions de défense. Ça alimente des start-up, puis au final les grandes entreprises. C'est tout un complexe militaro-industriel qui s'est étendu et ils adoptent une approche qui mobilise toute la société.
Résultat, ils sont engagés sur une trajectoire de guerre avec la Russie. Mais au fond, d'où vient tout ça? L'Ukraine. C'est censé servir à quoi? Défendre la démocratie? Ils ont un dirigeant à Kiev qui est aujourd'hui hors mandat depuis plus de 2 ans. Et il n'a aucune intention d'aller ailleurs. Donc beaucoup de ce que vous voyez dans la presse en ce moment, vous l'avez vu ces dernières semaines, c'est que l'Ukraine aurait renversé la situation, que l'Ukraine serait en train de gagner. Puis Zelensky arrive et dit « On veut entamer des pourparlers de paix ». Et Poutine refuse. Du coup, on essaie de donner l'impression que l'Ukraine a l'avantage, qu'elle est la partie la plus forte, qu'elle a l'appui de l'OTAN, et que la Russie aurait dit non aux propositions de paix, qu'elle serait en train de perdre sur le champ de bataille, et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, la Russie n'est pas non plus dans une situation facile. C'est une situation très très compliquée avec l'Ukraine. Bien sûr, il y a des gens à bout politiquement à Moscou, mais ils peuvent d'une certaine manière encaisser pas mal de tout ça. Et moi, je pense que c'est plutôt sain de voir cette diversité de discours en Russie, parce que ça montre qu'il existe une société civile là-bas et qu'ils ont, dans une certaine mesure, une presse libre. Mais ça s'accompagne de beaucoup de problèmes, parce qu'ils ne se battent pas seulement contre l'Ukraine. Ils affrontent l'ensemble de l'OTAN et de l'Occident. Ils affrontent les États-Unis. C'est une guerre par procuration. Et ça, c'est extrêmement problématique. Difficile pour la Russie à bien des niveaux, politiques, économiques et militaires. Ils subissent des pertes, ce n'est pas bon, ce n'est pas agréable. Mais l'Ukraine aujourd'hui n'est plus qu'une coquille vide, une carcasse de pays. Je pense vraiment qu'il y a sans doute une fenêtre assez courte pour que l'Europe réussisse à vendre ça à sa population comme une menace crédible. Parce qu'en Europe, les dirigeants et les citoyens ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Les dirigeants sont très va-t-en-guerre, très agressifs, clairement favorables à l'escalade. Et les populations, j'étais en Europe ces 2 dernières semaines, n'ont absolument aucun intérêt à se battre, encore moins à se battre contre la Russie. C'est donc une toute autre histoire. Ils essayent vraiment de créer des incitations financières pour pousser les gens à s'engager ou à recruter, mais la plupart des gens n'ont tout simplement aucune envie de participer à une grande guerre sur le front européen. Surely there is some recognition among, even if they're war hawkers, even if they love the defense industrial base, they realize that there has to be a limit to how far they can push Russia, because Russia may actually make good on its threat to strike into Europe. And then, I mean, I don't know, do they think what that would result in, or are there those, and maybe this is a better question, are there those even among this hawkish group that would be okay with receiving a few Russian missiles on a few factories or whatever else inside the West, is to say, see, I told you these guys were this aggressive thing. Now we got to really ramp up there. How do you see that dynamic? 100%. À 100%. Le cœur du camp belliciste, en Europe, surtout au Royaume-Uni et dans d'autres pays du même genre, pousse la Russie à réagir. Parce que, exactement comme tu l'as dit, Daniel, ils veulent pouvoir dire « Vous voyez, on avait raison depuis le début, donnez-nous carte blanche pour nous réarmer et partons en guerre contre la Russie. » Donc oui, c'est sûr à 100%, c'est comme ça que ce serait présenté. Mais il y a autre chose. Je pense qu'il y a une réalité politique. Dans le débat public, ils avancent très vite pour mettre en place des protocoles de censure en Europe et pour restreindre la liberté d'expression. Et c'est très facile de relancer ça. Ah, ce sont des agents russes. C'est de la désinformation du Kremlin. La moitié des gens qui viennent dans ton émission
surtout ceux qui vont au Forum économique de Saint-Pétersbourg pour parler dans des panels ou des trucs comme ça, ils relancent toujours le même discours, que tous ceux qui sont contre la guerre sont des agents russes, qu'ils mettent l'Europe en danger ou qu'ils représentent une menace pour la sécurité nationale, pour l'Occident, et ainsi de suite. Alors, si ce système de contrôle du discours se referme complètement, au moment où la Russie enverra ce message très ferme et finira par riposter, il ne restera plus grand-chose. On pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'opposition à l'idée d'aller vers une guerre majeure. Alors qu'en réalité, pour moi, c'est évident. Personne, dans la population en général, n'a envie d'une escalade. Personne. Les seules personnes concernées, ce sont celles qui travaillent dans l'armée, qui en tirent des avantages, ou qui travaillent au gouvernement et sont payées par le lobby de la défense. Ce sont les seuls, et les médias aussi, qui font partie du système. À chaque fois qu'il y a une guerre, les médias, surtout les grands médias, attirent toute l'attention, et c'est là qu'ils gagnent le plus d'argent. Donc eux aussi, ils en font partie. Mais si on parle de la population en général, pas du tout. Par contre, les Elon Musk, les Peter Thiel, les Palmer Luckey de ce monde, eux, vendent cette idée d'une nouvelle forme de guerre dans le futur, où les humains n'auront plus besoin d'aller se battre. Tout sera fait par des systèmes autonomes, des robots, des drones, et ainsi de suite. Alors oui, en termes de coût humain, ce sera peut-être faible. Mais il faudra énormément d'argent pour passer à cette nouvelle génération de guerre. Alors, est-ce que vous pensez qu'à un certain point, ils finissent par croire à leur propre propagande? Parce que pendant que je vous écoute, j'ai un peu l'impression que ces gens-là sont peut-être tellement arrogants que beaucoup d'entre eux ayant une grande capacité intellectuelle, Elon Musk en fait partie, ils se disent « on peut gérer ça. Même si la Russie lance quelques frappes, on saura gérer. Il y aura assez pour que la machine continue à tourner, mais pas assez pour vraiment nous poser problème. » Est-ce que vous pensez que certains d'entre eux se sont déjà demandé « et si on entrait en guerre et qu'on la perdait face à la Russie ?» Est-ce que cette idée leur traverse seulement l'esprit? Eh bien, je veux dire, il n'y a pas de gagnant dans un échange thermonucléaire. C'est assez évident. Ted Postol et d'autres personnes, je crois que vous leur avez parlé aussi. D'accord, mais je me dis qu'ils pensent peut-être pouvoir le contenir, le maintenir dans un scénario non nucléaire. Tu crois que c'est ça leur raisonnement? Qu'ils passent à côté de cet élément-là? Eh bien, l'autre idée qu'ils essaient de faire passer, c'est que la Russie bluffe tout le temps, qu'elle n'est pas prête à aller plus loin avec une mesure de dissuasion de ce genre. C'est un autre niveau d'illusion, encore plus dangereux d'ailleurs, de croire que la Russie ne mettra pas sa menace à exécution. On dit que c'est un tigre de papier, que ses armes nucléaires ne fonctionnent pas. On a déjà entendu tout ça d'ailleurs, ces 4 dernières années. Leur arsenal nucléaire vieillissant ne marcherait plus vraiment, il ne serait pas opérationnel, et ainsi de suite. C'est extrêmement dangereux. Mais ce qui risque de réveiller tout le monde, c'est si la Russie met réellement sa menace à exécution et frappe des cibles en Europe. L'OTAN, à mon avis, ne va pas réagir automatiquement, ne va pas déclencher ce qu'on appelle l'article 5, cette fameuse clause du tous pour un pour tous. Vous savez, Mark Rutte qui court partout avec son costume bon marché en parlant de tous pour un pour tous, exactement comme Jens Stoltenberg l'a fait aussi. Mais au fond, ils n'iront jamais plus loin ni plus fort que ce que les États-Unis sont prêts à faire ou à soutenir. Sinon, ils vont tout simplement se ratatiner politiquement, parce que les gens seront furieux. Ils diront « Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi n'avez-vous pas négocié la fin de ce conflit en Ukraine ?» Il va y avoir un énorme mouvement politique, un vrai débat sur ce sujet, et ça pourrait bien entraîner la chute de plusieurs gouvernements en Europe. Parce que justement,
C'est exactement ce que l'OTAN est censé empêcher depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc complètement paradoxal que l'OTAN soit devenue une organisation aussi incendiaire, qui cherche à précipiter une guerre au lieu de la stabiliser ou de l'éviter. Empêcher l'un, oui. Et c'est justement l'une des perversions qu'on a vues depuis la fin de la guerre froide. On a gagné tout ça, mais on n'a pas su s'arrêter là. Il a fallu qu'on commence à semer les graines de ce qui pourrait bien devenir notre propre destruction. J'espère que ça n'ira pas jusque-là, mais on avance clairement dans cette direction. Écoutez, je sais que je vous ai retenu un peu plus longtemps aujourd'hui. Merci vraiment pour toutes les analyses que vous nous avez apportées sur ces deux guerres. J'espère sincèrement que vos craintes ne se réaliseront pas, mais merci d'avoir mis ces questions en lumière. Merci beaucoup, Daniel. On se retrouve dans environ 21 minutes. On va parler de quelqu'un au sein même du gouvernement américain qui avait vu venir tout ça dès le début. Alors, on sait qu'il y a des gens qui donnent les bonnes informations au président Trump sur ce sujet. Le secrétaire adjoint à la Défense, Mike Domino, était venu dans notre émission à l'époque où il travaillait pour Defense Priorities. Et c'était aussi l'un de mes collègues ici, en 2024. On avait parlé à ce moment-là de la possibilité d'une guerre avec l'Iran. Et dans cette émission, il avait évoqué beaucoup de scénarios possibles, des choses qu'il prévoyait. Et franchement, il avait vu juste sur pas mal de points. Vous ne voudrez pas manquer ça, tout à l'heure, à 15h30. On se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor, parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et envoyez ça à quelqu'un qui compte pour vous. Like and send this to somebody you care about.